Démator, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'attaque à la célèbre rivalité entre Normands et Bretons. Du moins, entre le duché de Normandie et le duché de Bretagne, aux relations particulièrement complexes entre amour et haine. Mais afin que tout cela reste assez digeste, je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet. Comme ça, je vais pouvoir couvrir une large période en vous présentant plein de trucs super intéressants. On y va sans plus attendre. Les invasions scandinaves bouleversent le paysage politique de l'Europe de l'Ouest. Le jeune royaume de Bretagne est ravagé, la famille royale est en exil et des territoires entiers tombent entre les mains des chefs scandinaves. En négociant avec les nouveaux venus, quelques seigneurs tiennent bon, comme le comte de Rennes Béranger. Ce n'est qu'avec Alain Barbetorde que la Bretagne se redresse. Il reprend le comté de Nantes et se voit reconnaître comme duc. Mais le nouveau duc n'a qu'un pouvoir limité sur les nobles bretons. Il n'est au final qu'un seigneur avec un titre plus élevé et un peu plus de terre que les autres. Ses vassaux bretons ne sont pas tous derrière lui. Ainsi, par exemple, le comté de Rennes lui échappe alors aux mains du comte Béranger, puis de son fils Juel Béranger. À la mort de Barbetorde en 952, un conflit éclate entre ses héritiers d'un côté et les respectés comtes de Rennes de l'autre. Après l'assassinat de Drogon, le fils héritier de Barbetorde, vers 960, le conflit est mené par ses deux fils bâtards, Hoel et Guérec. Mais c'est finalement Conan de Béranger, le fils de Juel Béranger, qui l'emporte à la première bataille de Conquereuil en 981. Il faut attendre la mort de son dernier rival, Guérec, en 987, pour qu'il profite pleinement de la victoire. Il se fait couronner duc sous le nom de Conan Ier vers 988. La famille de Rennes devient alors la plus puissante de Bretagne, puisqu'ils ont le contrôle sur le comté de Rennes, de Vannes et de Nantes. Mais le duché n'en sort pas plus puissant. Les conflits incessants entre les grandes maisons l'affaiblissent. Des conflits qui sont grandement influencés par ses voisins, eux de plus en plus puissants, notamment un nouveau venu dans l'échiquier politique. Revenons un peu en arrière pour parler de la nouvelle grande puissance de l'ouest de la Francie occidentale, la Normandie. En effet, en 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte concède au chef viking Rollon les pays de la Basse-Seine au nord de Paris, Robert Ier pour son nom de baptême. Considéré comme le premier duc de Normandie, il a en réalité le titre de comte. Mais en tant que Scandinave, il se fait appeler Jarl. Il reste en effet fidèle à ses coutumes. Par exemple, les Vikings étant polygames, il a plusieurs épouses, plusieurs frias. Ainsi, en Normandie, on parle de mariage moré-danico, à la manière danoise. Les différents fils n'étant alors pas considérés comme bâtards. Mais selon le contrat passé avec le roi des Francs, il assure bien la protection de la Basse-Seine. Mais il n'hésite pas non plus à aller piller de temps en temps des territoires francs avec d'autres vikings, notamment en compagnie de Ragenold, le chef des vikings de la Loire, basé à Nantes. Rollon et son fils Guillaume Longue-Épée conquièrent en 933 les anciens territoires du royaume breton, du Cotentin, de Jersey et de Guernesey. Ces territoires, autrefois conquis par le roi breton Salomon, tombent entre les mains des Normands. Ils aident aussi probablement d'autres Scandinaves à s'installer en Bretagne. Mais les relations entre les Normands de Guillaume Longue-Épée et les Scandinaves de Bretagne semblent se détériorer. Et si Alain Barbetorde peut revenir et l'emporter sur les Vikings, c'est bien parce que les Normands n'interviennent pas. Sous le comte Richard Ier, fils de Guillaume Longue-Épée, la Normandie s'unit petit à petit, se transformant en véritable principauté. La Normandie devient une entité puissante, cruciale dans le jeu d'alliance de l'ouest de la Francie. En 960, à la mort de Drogon, le conflit éclate entre les maisons de Rennes et de Nantes. Richard Ier, le duc de Normandie, y participe et prend Nantes. Il pille la ville avant d'être chassé par l'aîné des fils bâtards de Barbetorde, Hoel
le comte de Nantes. Lors de la bataille de Conquereuil, les Normands sont présents aux côtés du comte Conan de Rennes, alors que le comte de Nantes peut, lui, compter sur les troupes du comte d'Anjou. Avec la victoire de Conan, le duché de Bretagne est alors allié au duché de Normandie. Et heureusement, car le nouveau duc breton a fort à faire avec un autre personnage très important de la période, le comte d'Anjou, Foulques Nérat. Ce dernier tente aussi de mettre la main sur le décidément très convoité comté de Nantes. Foulques Nérat est l'un des personnages les plus célèbres de cette période et est considéré par certains médiévistes comme l'un des batailleurs les plus agités du Moyen-Âge. Et vu la concurrence à cette époque, je vous laisse imaginer le personnage. Il tentera toute sa vie d'agrandir ses possessions. Et c'est dans ce but qu'il a soutenu les héritiers de Barbe-Torte. Mais à leur défaite, il ne laisse pas tomber, et est bien décidé à s'emparer du comté de Nantes personnellement. Conan Ier ne profite pas longtemps de sa victoire sur le Nantais, puisque le comte d'Anjou s'en empare quelques mois plus tard. Mais face à la résistance des garnisons bretonnes autour de la ville, il ne peut pas tenir et est contraint de rentrer en Anjou afin de réunir plus de troupes. Face à ce comte à l'ambition sans limite, le nouveau duc breton est soutenu par le duc de Normandie. Celui-ci n'a en effet aucun intérêt à se retrouver voisin avec cet individu. Foulques Nérat revient avec ses armées et Conan lève ses troupes. Aidé des Normands, il rencontre son adversaire à la seconde bataille de Conquereuil le 27 juin 992. Foulques utilise beaucoup sa cavalerie, et pour y faire face, Conan prépare le terrain. Astucieux, les Bretons creusent des fossés cachés ensuite par des branchages. Ainsi, lorsque la bataille commence, la cavalerie angevine charge. Mais elle est stoppée net par ces pièges et les Bretons ainsi que leurs alliés normands prennent l'avantage. C'est la débandade chez leurs ennemis qui prennent la fuite. Conan mène ses troupes à leur poursuite pour en finir. Mais c'est l'été et il fait chaud. Conan fait alors quelque chose de pas hyper malin, on va pas se mentir. Il décide de s'arrêter un peu pour se rafraîchir et enlève son armure le temps de récupérer. Seulement, un Angevin, probablement caché dans le secteur, le voit et se précipite sur lui. Il le transperce de son épée, tuant le duc breton. Cet acte redonne de l'énergie aux Angevins qui reprennent l'avantage. Un avantage qui les mène à la victoire. Et c'est ainsi que le Nantais tombe entre les mains du comte d'Anjou, Foulques Nérat. Mais étant donné qu'il a d'autres projets d'expansion au sud de la Loire, il laisse le comté de Nantes entre les mains du petit-fils de Barbe-Torte, Judicaël. Oui, ça reste finalement dans la famille. Ah, et si vous vous demandez ce que fait le roi des Francs à ce moment-là, eh ben sachez que c'est le bordel pour eux. Il y a eu un changement de dynastie. Les Capétiens sont arrivés au trône en 987 avec Hugues Capet, remplaçant les Carolingiens. Mais leur pouvoir est très affaibli. Hugues Capet a eu accès au trône avec l'aide de Richard Ier de Normandie. Et techniquement, tous ses protagonistes sont vassaux du roi des Francs. Mais ce dernier n'a pas les moyens d'intervenir dans tous ces conflits. Il doit essayer de traiter avec eux pour maintenir son pouvoir et c'est déjà très compliqué. Sans les grands seigneurs, il ne pourrait pas maintenir son pouvoir. Donc tant qu'ils sont occupés à se battre entre eux, c'est tout bon pour lui. Après sa mort, Conan Ier est inhumé au Mont-Saint-Michel. Et si vous vous posez la question, le Mont-Saint-Michel fait partie du diocèse d'Avranches. Et l'Avranchin est à ce moment-là sous contrôle normand, depuis les conquêtes de 933. Il faut savoir que les religieux de l'abbatiale du Mont en appellent souvent aux ducs bretons lorsqu'ils sont en conflit avec les ducs normands, et inversement. Il reste donc toujours dans un entre-deux. Conan, lui, a effectué des donations à l'église abbatiale et est donc inhumé là-bas. À sa mort, c'est son fils, Geoffroy, qui est couronné duc en 992, sous le titre de Geoffroy Ier. Face à Foulques Nérat, le nouveau duc breton doit d'autant plus se tourner vers son autre voisin et allié, Richard II de Normandie, fils de Richard Ier. Richard II est couronné duc de Normandie en 996 et on peut dire que sous son règne, la Normandie devient la principauté la plus puissante du royaume.
Il met en place une administration de plus en plus carolingienne, abandonnant petit à petit le droit scandinave. Il crée des titres de comte pour les membres de sa famille, les Richardides. C'est le nom que l'on donne aux membres de sa famille qui joueront une importance cruciale sur la génération d'après. Ils sont placés aux différents postes clés du duché. Richard entretient également des relations avec l'Angleterre, participant de loin aux différents conflits qui s'y déroulent. Bref, c'est l'un des grands seigneurs d'Europe de l'Ouest. Alors que le nouveau duc breton, lui, n'a plus le nantais et n'exerce réellement son pouvoir que sur le rennais, le vantais et une partie de la domnonnais. Geoffroy décide alors de se tourner pleinement vers Richard II pour tenter d'organiser une alliance des plus durables. Pour s'assurer de cette alliance, Geoffroy réussit à obtenir la main d'Avoise, la sœur de Richard II. Il existe une magnifique enluminure représentant ce mariage. Et pour une fois qu'une image existe représentant le duc dont je parle, je vais vous la laisser un peu. C'est une enluminure qui date d'environ 1460, alors que le mariage a eu lieu vers 996. Donc les armoiries et les tenues sont évidemment anachroniques. Mais l'alliance ne s'arrête pas là, puisque par la suite, Richard II demande en mariage la sœur de Geoffroy, Judith. Mariage qui est célébré en l'an 1000 au Mont-Saint-Michel. Geoffroy est alors marié à la sœur de Richard, Avoise, et Richard est marié à la sœur de Geoffroy, Judith. Les deux familles sont très liées, et leurs enfants sont donc 2 fois cousins. Il est probable que ce choix de la part de Richard soit également une projection sur l'avenir, dans le but, plus tard, de mettre la main sur le duché de Bretagne. Grâce à cette forte alliance, Geoffroy peut attaquer le Nantais sereinement et y mettre toutes ses forces. Le conflit dure des années contre le nouveau comte de Nantes, Budic. Mais Budic est le vassal de Fulkenera, qui le soutient pleinement. Et malgré l'aide des Normands, Geoffroy échoue à récupérer le Nantais. La situation étant en statu quo, Geoffroy part en pèlerinage à Rome en 1008, laissant le contrôle du duché à sa femme Avoise. Mais il meurt sur la route du retour. On ne sait pas trop, ni comment. Il faut dire que nous ne savons pas grand-chose sur le duc Geoffroy Ier. Il ne nous est parvenu aucun acte authentique de son règne. Ce que l'on retient de lui, c'est qu'il a passé son règne à essayer de récupérer le Nantais, sans jamais y parvenir. Et ce, malgré son alliance et l'aide des Normands. Son double mariage est bien ce qui marque son règne. Geoffroy Ier laisse derrière lui 3 enfants, Adèle, Alain et Eudes, ou Eudon. On trouve les 2 versions. Avoise devient la régente du duché et forme ses 2 fils au pouvoir. Tandis qu'en Normandie, leurs cousins, Richard et Robert, grandissent dans un duché de plus en plus puissant. Si pour le moment, le duché de Normandie et le duché de Bretagne sont alliés et ont uni leurs familles, tout va changer avec cette génération. Puisque Alain sera couronné sous le titre d'Alain III et régnera avec son frère. De par sa volonté d'affirmer l'indépendance bretonne, Alain obtiendra le surnom de Ruebrère, roi de Bretagne. Et il tentera de s'interposer contre la volonté expansionniste de ses cousins, les puissants ducs de Normandie. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. C'est fini pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Il y en aura encore au moins 2 sur ce sujet pour arriver jusqu'à Guillaume le Conquérant. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, c'est le meilleur moyen pour faire connaître la chaîne. Et sinon, vous pouvez commenter en dessous, je serai ravi de discuter avec vous. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi que sur Tipeee, si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, pour changer petit à petit tout ce matériel vieillissant. Merci d'ailleurs à ceux qui le font. N'oubliez pas que je mets vos noms dans le générique, à la fin. Sur ce, je vous dis tout joli, à Nouveau.